Vous suivez Canaan Club, votre chaleureuse émission Un instant agréable, chez vous, avec nous. Bonjour et bienvenue, amis téléspectateurs. De nos jours, la recrudescence des coachs montre à quel point ce concept est mal compris. Certains se font appeler coach ou mentor, parfois sans en avoir réellement les qualifications requises et sans toutefois comprendre la véritable définition de ces deux notions. Tout à l'heure, je vais rejoindre les amis du club et ensemble, notre discussion s'oriente autour du thème coaching et mentoring, une épidémie incontournable, quel piège pour les simples. Chers amis, très heureuse de vous retrouver. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Monsieur Cyril Yaté, bienvenue dans le groupe des amis du club. Merci, ça fait plaisir d'être là. Et comment allez-vous? Ben, moi, ça va bien, par la grâce de Dieu. Heureux d'être avec vous ce matin. Super. Alors moi, j'ai une première question. Elle va être pour vous. Déjà, vous êtes à l'honneur. Qu'est-ce que le coaching et qu'est-ce que le mentoring? Existe-t-il une différence finalement entre les deux? Oui, en effet, il y a une différence majeure. C'est que pour moi, le mentor, c'est quelqu'un qui accompagne en fonction de son expérience. Donc, il apporte quelque chose à quelqu'un sur une période bien donnée jusqu'à ce qu'on puisse atteindre un objectif et au-delà. Et souvent, ça couvre beaucoup d'aspects de la vie. Alors que le coach il est très spécifique. Donc, il y a un coach en cuisine, un coach en affaires sociales, un coach en affaires matrimoniales, un coach en marketing, un coach... Donc, les coachs, c'est un peu comme des matières. Donc, vous avez un professeur qui, fort de son expérience et de sa connaissance de la chose, arrive à vous transmettre un savoir, et que vous, à votre tour, vous essayez d'insérer dans votre vie commune ou bien dans votre vie d'homme d'affaires ou bien dans votre vie de monde d'une entreprise donnée, et ainsi de suite. Voilà, donc la barrière, la limite, elle est très claire. Le mentor te prend par la main, t'aide à éviter les pièges qui sont dans un domaine bien donné. Ça peut être des pièges en affaires, ça peut être des pièges dans l'entreprise dans laquelle tu rentres. Ça peut être des pièges aussi, même dans la vie. Il t'accompagne au jour le jour, il regarde à 360 degrés autour de toi. Est-ce qu'il y a des influences familiales? Est-ce qu'il y a des influences monétaires, des influences dans tes habitudes de tous les jours qui font que tu ne peux pas progresser? Il analyse tout ça et il te dit, OK, voici comment on va aller, évite ci, évite ça, jusqu'à ce que tu puisses y arriver. C'est un peu ma définition de la chose. Alors moi, je voudrais ajouter à ce que notre ami M. Cyril Yaté a dit, que le coaching peut être sous forme de commerce. Donc, on peut avoir une facture à la fin d'une séance de coaching en marketing. Par contre, au niveau du mentor, c'est quelqu'un qui se soucie tellement du bien-être des autres. Il va s'investir en temps, en énergie pour voir quelqu'un se développer. Donc, le mentoring n'est pas un travail pécuniaire, il n'y a pas de rémunération financière. On est content parce qu'on a vu quelqu'un se reproduire, se réussir sa vie. Et au-delà même de l'enseignement, du simple enseignement, le coach va aussi avoir la technique de mise en pratique. Il ne va pas juste rester dans la théorie, il va donner la formation théorique, donc il va au-delà de l'enseignant, il va apporter la technique appliquée pour réussir le challenge qui est posé à l'instant précis. Par exemple, je prends un coach qui est coach sportif, mais qui n'a pas toutes les formes qu'il faut, qui n'est pas le même sportif. Donc, il faut il pratique ce qu'il enseigne et qu'il aide la personne à réussir son challenge dans le domaine précis où il est le coach. Voilà ce que je pense que je partage ton avis, c'est bien ajouté, c'est bien appuyé. Chers amis, nous constatons aujourd'hui une recrudescence du métier de coaching. Pourquoi autant d'engouement autour de cette méthode de transmission de savoir? Parce que c'est beau. Oui, je vais rebondir sur ce qu'a dit notre ami Monsieur Cyril. Effectivement, parce qu'aujourd'hui, le coaching est davantage perçu comme un effet de mode et forcément entraînant un engouement tel que de nombreuses personnes s'y intéressent. Mais au-delà de cet engouement, il est ici de relever qu'en réalité, au fond, le coaching aujourd'hui
est une profession qui est très peu encadrée, sinon voire pas encadrée du tout parce qu'informelle, alors qu'elle nécessite, tout à l'heure, Chenal l'a bien dit, elle nécessite d'avoir des compétences et néanmoins de transmettre des techniques bien précises puisqu'elle s'attarde, sinon elle s'appuie sur des spécificités ou des domaines spécifiques bien précis. Et vous constaterez au-delà de ça qu'en réalité, le coaching, à travers le coaching, on donne davantage plus de conseils, contrairement au mentoring qui est bien plus global, qui touche à des paramètres de vie bien plus généraux. Le mentor s'institue comme un modèle, voilà, alors que le coaching très mercantile se veut précis, mais avec des résultats à atteindre. Entre guillemets, tu me consultes, je paye ta prestation, et après, les résultats y sont et je m'en vais. Mais il y a un danger autour de ça parce qu'un coaching pas bien encadré, qui n'est pas bien assis, a forcément des conséquences. Et des conséquences de toutes sortes. Des conséquences qui peuvent être justement, effectivement, juridiques, parce qu'un conseil mal donné est juridique aujourd'hui, faut pas juste voir l'aspect juridique en termes de milieu d'affaires, puisqu'il y a des coachings aussi dans tous les domaines, mais on peut le prendre, ces coachings matrimoniaux. Prenons l'exemple de ces coachings matrimoniaux et voir un peu jusqu'où la conséquence juridique peut aller. Prenons le cas d'un coach matrimonial qui va donner le conseil à une femme ou à une dame ou à une personne précise, peu importe même un homme, et que ce conseil puisse aller jusqu'à la dislocation du tissu familial, donc entraîner le divorce. Voilà, donc on a là un aspect juridique. Cette personne coach matrimonial, pour avoir mal évalué les risques, pour avoir donné un mauvais conseil, peut justement conduire à ce type de conséquences qui n'est pas anodin, parce qu'il en va de la vie de famille, de l'équilibre de certaines familles, de l'équilibre de certaines personnes et après des enfants. Tout ce qui s'ensuit derrière. C'est pourquoi aujourd'hui, au-delà de cette recrudescence, parce que c'est très facile maintenant, aujourd'hui il est plus digital, je pense que la recrudescence vient aussi du développement digital qui s'ensuit derrière, alors qu'avant le coaching était plus traditionnel. Je pense qu'il était c'était très enraciné. Voilà, très enraciné. Dans nos familles et parce que même, quand on revient même aux valeurs ancestrales en Afrique, dans tous les domaines, même au niveau de l'agriculture, il y a des gens qui étaient spécialisés dans la culture d'un certain nombre de produits. Et ces personnes-là apprenaient à toute la communauté leurs différents succès. C'est du coaching aussi. Et souvent, ça allait jusqu'au mentoring parce qu'ils accompagnaient dans tous les sens. Voilà. Donc, je pense que c'est maintenant de plus en plus galvaudé. C'est maintenant amplifié avec les réseaux sociaux. C'est devenu de plus en plus mercantile parce que tout le monde court derrière les vues. Okay. Et les vues sont échangées pour des publicités. Et les publicités sont rémunérées. Tout à fait. Voilà, donc, les gens vont jusqu'aux extrêmes pour pouvoir atteindre ces vues-là, sans vraiment se soucier de l'impact qu'il y a derrière qu'ils ont sur les personnes. Donc, on peut dire que c'est une façon rapide d'avoir de l'argent ou facile parce qu'un entrepreneur normal doit investir un capital, il doit avoir une structure, mais là, c'est facile. Je n'ai pas de fonds de roulement, je suis juste moi-même, ma bouche et mon capital, par exemple. Donc, la facilité de rentrer dans ce secteur d'activité, finalement, a créé plusieurs entrepreneurs dans ce sens-là. Voilà. Il suffit d'avoir un téléphone. Surtout que c'est très, très informel, il n'y a pas encore de cadre juridique. Voilà, vous avez des revenus, aussi, vous ne les déclarez pas forcément. Et encore, bon, peut-être que pour ceux qui font du coaching dans des pays occidentaux où il y a des législations qui existent, il y a un cadre législatif qui existe par rapport au numérique. Bon, ici, chez nous, ça a été récemment adopté, mais peut-être pas
en ce qui concerne les infractions plutôt numériques, mais peut-être pas pour venir réglementer l'exercice de ce type de nouvelles professions, de ce genre. Et puis, il n'y a pas de certification, donc on ne sait pas trop quoi, sur la base de quoi ces personnes se déclarent coach. Voilà, donc c'est tout à fait... Mais il y a aussi quand même des coachs professionnels. Oui, il y a des coachs professionnels, ça il faut le dire. Hein. Oui, il y en a. Voilà, il y a des entreprises qui font appel à des coachs bien, voilà, bien assis, absolument, avec pignon sur rue. C'est pas les individus, c'est un groupe de personnes qui... Oui, comme ça peut être un individu, mais avec... Des institutions établies ou des entreprises bien établies. C'est vrai qu'avec l'impact de l'information du digital, on voit que certainement la personne directement, mais derrière, moi j'en ai reçu quand même des reçus, mais ce sont des reçus au nom d'une entreprise bien enregistrée dans le pays où exerce cette personne-là, où exerce ce coach. Donc du coup, là c'est vrai qu'il y a un engouement du fait de l'accessibilité au digital, puisque comme l'a dit Madame Chénal, c'est rien que le seul investissement, c'est sa bouche et puis, le savoir parler. Voilà, le forfait Internet et puis l'équipement nécessaire pour pouvoir donc... Mais c'est quand même un investissement. Voilà. Oui, ça reste un investissement. Ça leur reste un investissement en temps. Qu'une entreprise de oil and gas, qu'une entreprise de... Oui, bien sûr, ils ne font pas face aux mêmes charges. Même les produits, il faut investir 308 francs, RCCM, là, ils vont comme ça. Non, là, ils vont, il n'y a pas de statut, il n'y a rien enregistré. Il n'y a rien enregistré. Et puis, bon, comme on dit, tu as l'art oratoire, tu as le matériel nécessaire, connexion 2500 Internet, des coachs, quoi. Voilà, et puis tu coaches. Tant que tu passes de l'information, certains te considèrent pour coach. C'est le travers, malheureusement. C'est le travers, derrière cet engouement. D'accord. Alors, quelles sont les qualifications et les compétences requises pour être coach ou un mentor? Parce que déjà, il y a des qualifications requises pour cela. Alors, qualification, je dirais, bon, nationalement parlant, hein, il n'y a pas d'institut de coaching à ce que je sache, donc là où nous sommes établis, mais quoique, d'un point de vue international, il y a des instituts qui qualifient aussi certaines personnes, mais en s'orientant vers des aptitudes qui, je dirais, beaucoup plus dans la gestion du personnel, la gestion des équipes ou des personnes auxquelles ils adressent leur transmission de savoir. Donc, ce qui fait que je me dis, je dirais à ceux qui nous suivent, c'est de bien voir d'abord, est-ce que la personne que je prends pour modèle ou pour coach, là je parle du coaching, pas du mentor, c'est vrai, maintenant du côté d'un point de vue mentor, est-ce qu'il y a une institution qui qualifie des mentors? Je ne pense pas, parce que le mentor, c'est beaucoup plus un modèle, c'est beaucoup plus une personne pour laquelle on a de l'estime, à qui on veut peut-être un référent, une référence à qui on veut ressembler. Et donc là, il n'y a pas vraiment de qualification à adresser à cette personne. Moi, je dirais que pour le mentor, il faut qu'il soit qualifié par un succès. C'est ça. Et de bonnes valeurs. C'est pas que c'est légal, mais je pense qu'on ne peut pas s'ériger en mentor si on n'a pas fini nous-mêmes d'expérimenter un succès quelque part. Tu vois, parce qu'on ne peut pas être mentor de quelqu'un sans avoir une expérience, sans avoir... Oui, nécessairement. Mais parce qu'on veut devenir mentor, parce qu'on se dit, oh, j'ai des gens que j'ai des mentis, ils sont là, je gère des gens. Mais non, il faut quand même avoir une conscience professionnelle. Si je veux être mentor de quelqu'un, je dois avoir dans mon background ou dans mon bagage une expérience touchante, une preuve d'un succès que j'ai accompli, comme un certificat moral. Ok? Et nous qui choisissons aussi nos mentors, essayer de les connaître mieux, de voir les valeurs qu'ils ont. Par exemple, je prends un mentor en matrimonial, je ne sais pas, conjugal, mais il a 10 divorces dans son casier judiciaire, je ne sais pas. Ou même il n'est même pas marié. Le mentor doit refléter les valeurs. Un mentor qui a fait 10 fois la prison, bon, je ne sais pas, avant qu'il soit repenti, mais je pense qu'il y a forcément un cachet moral. Oui, il doit refléter les valeurs morales. Il y a un autre phénomène au niveau des entreprises, surtout celles qui sont anglo-saxonnes et même du côté français, ça commence à se généraliser aussi. C'est le fait qu'au niveau même de la structuration entrepreneuriale dans une entreprise, dans une société bien donnée, quand vous entrez, on vous considère junior, et même si quand vous rentrez à un niveau de responsabilité élevé parce que vous avez été débauché d'ailleurs, il y a quelqu'un qui était déjà dans l'entreprise, qui connaît ce qu'on appelle les rouages, les chemins à prendre,
fait votre introduction et il s'assure que vous entrez de façon très smooth, comme on a dit, très rangée au niveau de la société et que tout puisse marcher comme sur des roulettes. Donc, en général, le thème qui est utilisé là, c'est le mentor. Donc, quand vous entrez, on vous assigne un mentor et c'est celui-là qui va vous guider dans vos premiers pas au sein de l'entreprise. Si vous permettez, je vais... Il faut ne pas perdre un peu le fil de mon idée là-dessus. La structuration même de l'entreprise, quand vous êtes chef de département, on considère que vos chefs de service et tous ceux qui travaillent en dessous dans votre département sont vos mentis. Parce que vous travaillez ensemble et c'est vous qui les guidez. Donc, chacun d'entre nous a une fois été au moins un mentor. C'est des expériences qu'on a presque tous, souvent même sans s'en rendre compte. Dans la famille, on est grand frère. Sans s'en vanter. Dans la famille, on est grand frère, on est grande sœur. On est les mentors. Voilà. Les gens nous regardent comme étant des exemples à suivre. Quand bien même souvent on se regarde, nous-mêmes, on mais l'image qu'on projette rassure. Tout à fait. Et ça, c'est très essentiel pour un mentor, comme vous l'avez dit. Oui, excusez-moi, tout à l'heure, j'ai cru que vous aviez terminé votre propos, en fait. C'était simplement pour abonder dans le même sens que vous. Vous avez pris forcément l'image du domaine d'activité, de structure dans lequel vous évoluez. Et je puis confirmer qu'effectivement, par analogie, quand j'applique cela à la structure d'un cabinet d'avocats, forcément, je vais revenir aussi à mon domaine d'activité, c'est pour confirmer votre propos. Parce qu'effectivement, lorsqu'on accède à la profession d'avocat, il y a des étapes, mais lorsqu'on accède, on a toujours un mentor qui est cet avocat référent au sein du cabinet dans lequel on exerce, qui vous accueille et qui vous forme. Qui vous forme lorsqu'on est pré-stagiaire d'abord chez nous et ensuite même quand on devient avocat stagiaire. Donc, il y a ce mentor, cet avocat, comme on dit chez nous dans notre langage, cet ancien, cet aîné qui vous accueille, qui vous forme sur ses rouages, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Comment mener... coach par hasard ou c'est un comment mener... Non, c'est plus que... C'est vraiment un mentor parce qu'après, au-delà de la profession, vous partagez même plusieurs aspects de vie. Très bien. Et ça reste. Voilà, et ça reste. Et très souvent, celui auquel on se réfère, on va au-delà de ça, on recherche en lui des qualités qui vont au-delà de la profession. C'est un modèle de vie c'est souvent, on voit lui qu'il est posé, qu'il a une famille, qu'il est assis ou qu'il représente ceci. Donc, c'était pour aller dans le même sens que vous. Merci, merci. Alors, moi, je dirais qu'on a parlé de qualification. Je dirais, par exemple, que quelqu'un peut vouloir devenir coach dans son domaine, mais il est important, si on est dans un domaine, par exemple, comme un domaine scientifique, il est important d'associer une formation en business administration ou en people management et en communication. Excusez-moi, je parle bien à ce domaine-là. Donc, on peut devenir coach, mais il est important de maîtriser l'art de la communication et les techniques de gestion des ordres. Donc, c'est aussi des qualifications à avoir en coach si nous voulons devenir coach. Donc, je sais mon métier, je suis juriste, je suis comptable, mais si je sais comment gérer une équipe, je sais comment transmettre des messages pour avoir des réactions, je peux devenir coach. Au cas où on est dans un pays où il n'y a pas de formation, de diplôme en coaching, on peut associer ces différentes qualifications pour être un bon coach. Là, vous êtes coach de coach. Moi, je suis coach en marketing et en management. Formatrice et coach, de temps en temps, ça m'arrive. Chers amis, dites-moi, à quel moment identifie-t-on le besoin d'avoir un coach ou un mentor? Et qui s'y colle? Chez moi, tu y vas. Moi, je pense que c'est quand on est à la croisée des chemins. Okay? Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus intéressant quand on sait ce qu'on ne sait pas. Okay? Quand on a conscience de ce qu'on ne sait pas, pour que ce soit plus facile à comprendre, à saisir. Oui. Donc, quand on en est conscient, ça c'est la première étape, prendre conscience de ses gaps et puis essayer de les combler. Donc, qu'est-ce qu'on doit avoir besoin de quelque chose? Donc, on se demande, pour combler
cette petite déficience-là, cette petite chose qui doit demande, être j'ai besoin de imposée. quoi? Est-ce que j'ai besoin d'un coach Un mentor. ou ai-je besoin d'un mentor? Parce qu'il y a des cas pour lesquels on ne peut pas utiliser un coach. Yes. Oui, bien Vous sûr. arrivez nouvellement dans une profession, surtout en affaires. Okay? C'est un milieu très codé, les gens se connaissent, ils savent à qui faire confiance. Okay? Si vous n'avez pas de référent dans le milieu, Ah, tout à vous ne fait. pouvez même pas pénétrer le secteur. Effectivement. Okay? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise, ce monsieur, je le connais, on a travaillé ensemble, il est digne de confiance, et en affaires, la confiance, elle est C'est la primordiale. base. C'est juste un exemple parmi tant d'autres. Par Ok. contre, si on se sent, on sent qu'on fait difficilement du sport, comme moi par exemple, et qu'on a quelqu'un qui fait des formations dans ce sens, qui suit les gens pour que les gens puissent se prendre en main sur le plan sportif, sur le plan de leur corps et tout, mais c'est précis. Ça, c'est pas quelqu'un qui va m'accompagner toute ma vie. Il me Oui, donne c'est un coach. les éléments de départ, on atteint un certain objectif, et à partir de là, ils me sont capables de continuer par Je moi-même. paye la facture. Je paye la facture. Voilà. 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 Et je continue. Mhm. Ok, voilà. C'est un peu ce que je vois. Quand on a la croisée des chemins et quand on se rend compte de ce qu'on ne sait pas encore. Aussi, je dirais, quand on veut aussi développer un potentiel. Oui. C'est-à-dire, on a Ouais. déjà un potentiel acquis, peut-être inné, mais on veut l'amplifier, on veut passer à un autre niveau, à un autre cap. On essaie de voir, comme on l'a dit, bon, voilà ce qui me manque. Est-ce qu'on identifie la personne qui va combler ce manque-là, qui va apporter quelque chose dans ce que tu as déjà ou ce que tu maîtrises déjà, et donc tu t'orientes, tu payes la facture pour emprunter le terme, et après, Oui, ben, tu c'est pas reçois gratuit. donc cette connaissance pour pouvoir atteindre ce niveau que tu vois peut-être en cette personne, ou ce niveau à espérer que tu t'es fixé dès le départ. Ouais, c'est Je vrai. veux juste rajouter que on sent qu'on a besoin d'un mentor quand on a aussi des échecs répétés dans un domaine de sa vie Oui. Oui. et qu'on n'arrive pas à s'en sortir parce que plusieurs personnes n'avouent pas avoir eu des échecs. C'est ce qu'il a dit. Il a dit quand je sais, j'ai aimé, c'est parfait quoi. Oui, quand on a Savoir la ce que je ne conscience. sais pas. Voilà. Et aussi s'avouer, j'ai des échecs dans ce domaine. Et je pense que pour pouvoir aller vers un mentor, il faut aussi avoir beaucoup d'humilité. Oui. Oui, effectivement. Donc, c'est d'abord de dire, je reconnais que là, j'ai essayé une fois, Oui. deux fois, ça ne marche pas. Mais qui a déjà cette grâce, je dirais, pour parler comme un pasteur, d'avoir réussi ça parfaitement? Et de dire, ok, je pense que j'ai besoin de savoir qu'est-ce qu'elle a fait. Généralement, nous, on a tendance en Afrique à maudire, à jalouser ces personnes qui ont réussi, alors qu'elles sont là pour nous aider à aller plus vite. C'est ça. Exactement. Et Nous souvent, éviter de faire les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs. Et souvent, ces personnes ont envie de transmettre. Mais- Bien Mais sûr, c'est ça, en elles ne plus. sont pas souvent loin. Elles sont Elles souvent sont souvent proches de nous, mais proches nous, de on se nous. dit, non, elle n'est pas encore célèbre, elle n'a pas une grande maison en Oui, souvent, étage. on va trop loin. Elle ne connaît pas la France, elle ne connaît pas Paris, elle ne connaît que son village. Alors que même ce monsieur que tu appelles villageois C'est ça. a réussi quelque chose que tu n'as pas réussi. C'est Je clair. prends par exemple un exemple, mais vraiment, tu sais, on est aujourd'hui dans une société où beaucoup de jeunes filles Yes. ont envie de se marier. Bien sûr. Elles sont les filles de dames mariées. Mhm. Elles ne cherchent pas à demander à leur mère, mais comment tu as fait? Vraiment. C'est-à-dire, elles vont se tourner vers toutes Les les autres personnes Mm. possibles. Oui, De leur sauf gueule, Sur les réseaux sociaux même. Même sur les réseaux Sur sociaux, bien sûr. celle qui est juste à Voilà, côté qui est d'elle. juste à côté, De l'orgueil. qui a été mariée avec le père, Vraiment. qui est resté, très souvent, c'est même pas des familles qui sont séparées. Hein. La mère est encore avec le père, tout se passe bien, les enfants ont été éduqués jusqu'à un certain niveau, chacun a pris un peu son envol, mais on rencontre des difficultés quand même à fonder une relation solide qui va déboucher sur le mariage. On oublie la mère qui a réussi ça. Moi, je me Peut-être que demande, les contextes peuvent être un peu je différents. me demande, mais il y a est-ce que ce mariage est le modèle parfait du mariage qu'elle veut? C'est ça C'est aussi. peut-être une réalité. Peut-être Oui. que la mère est mariée après 15, après des pleurs tous les soirs à la maison. Et pour elle, le rêve du mariage, c'est pas ça. Peut-être qu'elle se dit peut le se mariage, référer c'est à- l'enfant, Tout c'est à le fait. mari qui donne les bagues en or. C'est aussi ça. Bon, Bon, mais après, elle peut prendre des conseils aussi. Hein. Et c'est qu'elle oublie dans tous les cas, elle a réussi. Peu importe. Mais justement, de là, on peut prendre des conseils. C'est ça. Pour revenir même, justement, en fait, pas forcément la mère directement, mais elle peut se tourner vers la Toujours- tante, Oui, il y a ou bien toujours vers des peut-être, il y a personnes. toujours un modèle Il y a toujours des proche, personnes. Proche de toi. proche de soi, vers qui on peut se tourner Parce qu'on ne peut pas pour envier prendre quelque conseil. chose qu'on n'a pas vu. On a vu qu'à la télé.
Voilà, on ne peut pas envier un mariage qui a réussi alors qu'on n'a pas d'expérience visuelle de ce mariage qui a réussi. Donc, quelque part, vous avez vu votre tante qui est bien mariée avec un monsieur, tout s'est bien passé, ou quelqu'un d'autre, même si ce n'est pas votre mère, ou bien votre mère peut avoir souffert avec votre père et les choses ne sont pas bien passées et tout. Mais même dans ce cas, elle a toujours quelque chose à transmettre, elle a une expérience de ce mariage. Elle peut dire, ma fille, voilà, évite ça. Bon, mais sans vouloir les défendre, moi je pense que souvent il y a cette difficulté de parler à ses proches en fait, juste de parler à des personnes qui sont proches de toi. Tu préfères aller vers une personne qui sera neutre. Qui ne va pas te juger. Justement, c'est là on revient sur ce que Chanel vient de dire, c'est un manque d'humilité en quelque sorte. Voilà. Chers amis, compte tenu du temps qui nous est imparti, on va être obligé de s'arrêter là. Chers amis téléspectateurs, à vous, je vous donne rendez-vous pour une prochaine session. Ciao!